Bonsoir. Le vendredi, c'est n'importe qui, mais ce soir, c'est moi, Muriel Tramis. Je suis ingénieure en informatique, créatrice de jeux vidéo et de logiciels éducatifs et chef d'entreprise de réalité virtuelle. Tout de suite le sommaire. D'abord une critique de jeu, ensuite la rubrique Compiler, puis des sorties manga. Mais tout de suite, les news. Les titres qui seront présents lors du lancement de la 3DS le 25 mars prochain continuent de s'illustrer en vidéo. C'est le cas d'Asphalt 3D, la prochaine simulation de course de Gameloft. Si les images dévoilées il y a quelques mois sont bien plus sexy que ce trailer, Asphalt 3D semble tout de même proposer une expérience susceptible de plaire aux amateurs de jeux de course avec ses nombreux éléments de customisation et ses quelques 17 grandes villes à parcourir à toute vitesse. Bien loin d'un GT5, le jeu proposera toutefois une quarantaine de bolides prestigieux à piloter. On espère maintenant que la 3D de la console se ressentira pleinement. Peu de temps avant sa sortie, Fight Night Champion nous divulgue un autre aspect de son game system. Ce trailer intitulé Create a Boxer nous montre le système de capture faciale qui permet de créer un boxeur à son image. On découvre également les nombreuses options de personnalisation, comme l'équipement, les mises en scène de l'entrée du boxeur, mais aussi le style de boxe. Les systèmes de compétences et de répartition des points dans le mode carrière sont aussi présentés ici. Pour en savoir plus et se faire une idée précise de ce que vaut cet épisode, on vous invite à jeter un œil à la critique de ce Fight Night diffusé dans le prochain 100%. Et on termine ces news avec le premier teaser de l'add-on de Gothic 4 Arcania, baptisé Fall of Cetarif. Cet épisode en standalone proposera évidemment de nouvelles quêtes et de nouveaux objets, mais malheureusement pas d'amélioration concernant tout le reste du jeu. Une initiative moyennement pertinente donc, puisqu'elle ne changera rien à l'intérêt très réduit de cet épisode. Peut-être vous souvenez-vous de la série des Goblins. Goblins avec 3 i, ils étaient 3. Goblins avec 2 i, Goblins 2, ils étaient 2. Et Goblins tout seul, suivi de Woodruff et le Schnibble d'Azimut. Eh bien, c'était une création originale de Pierre Gillaude et moi-même. J'espère que vous avez pris du plaisir à y jouer. Et nous avons, Pierre et moi, encore des aficionados qui nous écrivent pour nous féliciter et nous demander à quand la suite. Petite surprise à sa sortie sur Wii en 2008, The Blob avait su proposer une alternative intéressante au jeu de plateforme Nintendo en présentant un personnage haut en couleur, c'est le cas de le dire, et un gameplay original. L'objectif consistait en effet à repeindre une ville et ses environs à l'aide d'un blob afin de libérer les habitants de Chroma City. Occupée par l'encre, une armée monochrome dirigée par le camarade noir, cette ville était contrainte à une uniformisation contre laquelle luttait un groupe de résistants rejoint par notre ami Blob. Doté d'un gameplay efficace et d'une direction artistique aussi séduisante que travaillée, ce titre avait marqué malgré ses sorties discrètes pour s'imposer comme l'un des meilleurs jeux d'un éditeur tiers sur la console Nintendo. Avec cette suite, THQ et Bluetongue Games ont vu plus grand. The Blob 2 ne limite plus sa sortie aux seules plateformes Nintendo, pour passer à la haute définition sur Xbox 360 et PlayStation 3, console sur laquelle cette critique est réalisée. Le jeu est également compatible PS Move et gère les lunettes 3D de la console Sony, se mettant ainsi à niveau du récent Killzone 3 dans un style différent. Après avoir déjoué les plans du camarade noir, ce dernier est éjecté dans un archipel au cœur duquel trône la mégalopole Prisma City. Parti à sa poursuite, le Blob et son nouvel acolyte, Pinky, mettront rapidement à jour un complot de leur vieil ennemi qui cherchera une nouvelle fois à imposer sa vision d'un monde uniforme, sans libre arbitre ni couleur. L'histoire de The Blob 2 échappe aux règles en vigueur dans le genre plateforme pour proposer un background intéressant. Très bien mise en scène à l'aide de cinématiques souvent hilarantes, rappelant le travail d'Ubisoft sur les lapins crétins. THQ est d'ailleurs en partenariat avec Sci-Fi Kids pour développer l'univers du jeu et ses nombreux personnages sur d'autres médias.
Avec cette suite, il est clair que Bluetongue Games et THQ ont d'abord cherché à élargir leur public en développant leur univers sur d'autres plateformes, sans chercher forcément à révolutionner son gameplay. Du coup, si vous avez joué au volet précédent, The Blob 2 ressemble plus à une version 1.5, puisqu'elle reprend à l'identique ou pas loin la jouabilité de la version Wii originelle. On dirigera donc toujours un blob, capable d'absorber une couleur donnée, pour ensuite repeindre en conséquence son environnement. Les immeubles, le sol, les palmiers, les véhicules, les panneaux publicitaires, tout ce qui était inerte et terne s'anime alors d'une vie nouvelle. Le fait de colorer des blocs d'immeubles complets permet également d'en libérer les habitants, les prismiens, qu'il faudra parfois colorer s'ils prennent l'apparence de blanchistes. Car l'une des nouveautés du jeu est liée au développement d'une secte mystérieuse prônant l'éradication des couleurs. Ses membres errent dans les rues et il faudra leur sauter dessus pour les convertir par un baptême de couleur express. Et si vous n'allez pas assez vite, c'est eux qui vous sauteront dessus et il faudra alors vous libérer en secouant la manette. Le joueur est libre de colorer ce qu'il veut à son rythme, et ce malgré la présence d'un compte à rebours dont l'utilité nous a échappé, vu que la moindre action, ou presque, débloque un bonus temps. Ce sera donc sans stress que vous pourrez accepter les missions qui vous seront confiées par les membres de la résistance anti-blanchiste. Celles-ci sont toujours identifiées par un petit radar de proximité que l'on peut faire apparaître quand on veut autour du personnage. Les sources de couleurs sont également indiquées par ce biais. Dans les premiers niveaux du jeu, le blob ne peut faire le plein de couleurs qu'en plongeant dans des sources qu'il faudra réactiver. Mais rapidement, les chromabots referont leur apparition dans les villes et il sera à nouveau possible de mélanger plusieurs couleurs en les écrasant afin d'obtenir une nouvelle teinte et ainsi colorer les bâtiments selon les indications données par les membres de la résistance. Il est d'ailleurs souvent plus facile de plonger dans l'eau pure pour redevenir translucide afin de commencer à mélanger les couleurs. Et comme d'habitude, il faudra foncer vers la source d'eau la plus proche si vous tombez dans une rivière d'encre noire. À l'image de son prédécesseur, l'architecture du jeu est open world. Les environnements sont gigantesques et une fois les missions principales terminées, il est possible de passer au niveau suivant ou au contraire de rester pour accomplir bon nombre de sous-missions bonus et ramasser les nombreux items planqués un peu partout. On notera d'ailleurs la possibilité d'accéder à une boutique qui permet d'upgrader son personnage en améliorant sa résistance, sa capacité à absorber les couleurs et ainsi de suite. Tout ça à l'aide des points d'inspiration récoltés. Finir un niveau à 100% permet donc de booster son perso et de se faciliter la vie dans les niveaux suivants, même si cela n'est pas vraiment utile vu le niveau de difficulté réduit du jeu. Autre nouveauté, les niveaux 2D souterrains. Désormais, pour réactiver les sources de couleurs ou débloquer de nouvelles parties du jeu, il conviendra de s'enfoncer dans les égouts. Ces derniers proposent un gameplay 2D où il sera nécessaire de timer ses sauts et de jongler avec les couleurs pour avancer. Un petit plus sympa donc qui vient casser un peu la routine du jeu. On notera aussi que certains bâtiments ne pourront désormais être colorés qu'en rentrant dedans. Si les courses murales et les super sauts qui permettent de bondir d'immeuble en immeuble en prenant appui sur les spots adaptés sont toujours présents, d'autres mouvements font leur apparition, comme les attaques chargées ou la possibilité de se tasser pour échapper à la surveillance de drones. Des power-ups provisoires ont aussi été ajoutés, comme l'armure Paraléa par exemple, bien utile pour traverser les étendues d'encre ou emprunter des chemins autrement inaccessibles. Enfin, si The Blob 2 permet toujours à deux joueurs de s'affronter ou de coopérer dans un mode multi dédié, dont on débloquera les niveaux au cours de la campagne, les développeurs ont aussi ajouté une option coop. Malheureusement, cette dernière se joue à la Super Mario Galaxy, c'est-à-dire que le second joueur ne contrôlera qu'un pointeur, celui de Pinky, pour tirer sur les ennemis et ramasser des bonus à distance. Un peu léger donc. En découvrant cette suite sur PS3, il est évident que l'univers du jeu a su profiter du nouveau moteur graphique et de son upgrade HD. Transformer un environnement grisâtre et amorphe en une gigantesque ville discographe pleine d'animation est un vrai plaisir. Ceci dit, la caméra reste toujours problématique et on ne peut faire autrement que de noter les chutes de framerate assez régulières en multi comme en solo. Ce qui explique sans doute le fait que le coop se limite pour le second joueur à manipuler un pointeur, alors qu'on aurait bien sûr préféré un petit split screen des familles et le développement d'un vrai gameplay coopératif. Techniquement, le jeu est donc satisfaisant, mais n'ira pas non plus exploser les rétines des joueurs PS3. Les cinématiques en revanche sont de toute beauté, et leur humour fait mouche pour accompagner à merveille le ton décontracté du jeu, symbolisé par son niveau de difficulté ridicule. La durée de vie du jeu reste néanmoins conséquente grâce à ses énormes niveaux, ses nombreuses missions bonus et un gameplay qui fait la part belle à l'exploration. Pour ce qui est du PS Move, il est surtout pratique pour la visée du second joueur. Malgré ses ajouts limités, une certaine répétitivité, une maniabilité un peu brouillonne et ses niveaux 2D au gameplay limité, il est bien difficile de résister à ceux de Blob 2. Accessible, mignon, vaste, souvent très drôle, plutôt complet, doté d'une excellente bande-son, ce jeu doit énormément à sa direction artistique et au capital sympathie de ses personnages.
Je me souviens de l'époque où je programmais, eh bien les compilations duraient des heures entières. Je me souviens d'ailleurs de ces périodes où je dormais à côté de la machine en attendant que la compilation se termine. Enfin bon, les choses ont bien changé maintenant. D'ailleurs, je ne programme plus du tout, je laisse les autres faire. Le débugage, première partie. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Salut Cyril. Tiens, je voulais te dire, j'ai un truc qui déconne. Ah, eh bien je m'en fous. Ça ne m'étonne pas de toi, ça. J'attends toujours que tu me répares mon bus PCI. Par contre, quand t'as besoin de moi, alors là, tu changes de ton. Ok, alors je vais t'expliquer la situation. Apparemment, tu as un truc qui marche pas. Bien joué, l'araignée. Je viens de te le dire. Bon alors, écoute. Là, le souci, c'est que je peux rien faire. Quand tu dis qu'il y a un truc qui marche pas, je n'ai pas assez d'informations pour résoudre le problème. Ah bah déjà, je peux te dire qu'avant, ça marchait. Oui, c'est ce que disent tous les noobs. Parce qu'évidemment, avant de tomber en panne, ça marche toujours. Et ça m'aide toujours pas à résoudre le problème. Ok, tu veux savoir quoi? Écoute, imagine que tu amènes une voiture chez un garagiste. Si tu la laisses juste en disant « ça marche pas, je comprends pas, ça marchait avant », ton garagiste, ce qu'il va faire, c'est qu'il laissera la voiture dans un coin. Et elle sera toujours en panne quand tu reviendras. Pas con le con. Effectivement, c'est logique. Donc j'imagine que tu veux qu'on comprenne que c'est pareil en informatique. Je vois que tu es malin comme un parpaing, Compile. Effectivement, c'est pareil. Quand l'utilisateur rapporte un problème, il faut qu'il donne un maximum de détails sur le problème. Sinon, impossible de savoir de quoi il en retourne. Tu peux nous donner quelques exemples, là? Eh ben, il faut au moins décrire ce qu'il s'est passé précisément, dans quel contexte, comment on peut reproduire l'erreur, le type de la machine, du système d'exploitation et surtout le nom du programme. Et si un message d'erreur est apparu, surtout, il faut le noter et ne pas dire juste « Ah, au fait, il y a eu un message d'erreur, mais je l'ai pas lu ». Ok, j'ai compris. Mais pour l'instant, tu n'as pas encore débugué grand-chose, Cyril. Oui, il y a deux premières étapes avant de débugger un programme. La seconde, c'est que le programmeur doit savoir comment se manifeste le bug, comme je viens de le dire. Et pour ça, l'utilisateur doit donner un maximum de détails, sinon impossible de commencer le boulot. La seconde étape, tu dis? Mais quelle est la première? La première étape, c'est que l'utilisateur dise qu'il y a un problème, tout simplement. C'est ce que j'ai fait. Ne rigole pas, dans la plupart des cas, les gens se plaignent que les trucs fonctionnent pas, mais ils ne rapportent jamais les bugs à l'équipe de développement. C'est normal, c'est pas bien de rapporter. Ben dans ce cas, ne t'étonne pas d'être bugué jusqu'aux résistances, Compile. Mais ne t'inquiète pas, la prochaine fois, je te montrerai les étapes suivantes du débugage, celles que font les programmeurs pour corriger les bugs. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. Pourtant, j'avais rapporté mon bug. Le style manga est très prisé aux Antilles. Mais moi, je préférerais que les jeunes artistes travaillent sur un style particulier propre à la Caraïbe. Et pourquoi pas le Caribe Fantasy? Voilà plus de 15 ans, depuis la sortie du premier Toy Story, que le cinéma d'animation occidental a largement basculé du côté de l'image de synthèse. Depuis 2006, une douzaine de titres de ce genre sont diffusés chaque année sur grand écran. Malheureusement, entre films à petite ambition et suites sans inspiration, quantité ne rime pas avec qualité. L'an passé, ce fut au tour des studios Universal de rentrer dans la compétition avec le long métrage Moi, moche et méchant, ou Despicable Me en version originale. Les attentes autour de ce film n'étaient pas énormes, et force est de constater que la surprise n'en fut que meilleure. Moi, moche et méchant met en scène Gru, un méchant comme on en imagine dans les histoires. En effet, le vil personnage consacre sa vie à commettre des infamies et fomenter des plans plus machiavéliques les uns que les autres. Pour ce faire, il est aidé par son armée d'enthousiastes mignonnesses. Mais la vie est loin d'être facile pour Gru. La Banque du Mal refuse de lui financer ses perfides objectifs, tandis qu'un jeune blanc-bec lui fait de la concurrence. Et surtout, il devra accueillir dans son repère 3 jeunes orphelines bien décidées à le faire tourner en bourrique. Bon, j'imagine que mon plan marchera aussi bien avec 2. Eh oh, il fait tout noir là-dedans. Il est mort mon jus de framboise maintenant. Débordant d'humour et d'idées sympathiques, Moi, moche et méchant s'opposant digne héritier des cartoons de l'âge d'or de la Warner. Comme vous pouvez le voir, je me suis procuré tout le matériel nécessaire à l'élevage d'enfants. Outre Gru et les fillettes, les irrécupérables mignonnesses et leurs loufoqueries participent pour beaucoup au pouvoir de séduction de ce long métrage. Ça, là. Ça va.
Ça va. Une fois n'est pas coutume, ce film a été réalisé entièrement par une équipe française, le studio MacGuff. Responsable des effets spéciaux de nombreux films et publicités, ce dernier s'est surtout fait connaître en 2006 avec le très beau Azur et Asmar. Si vous pouvez toucher l'air. Même pas ça? Pour moi, moche et méchant, un cocorico de fierté est un nouveau de rigueur, tant le travail d'animation et l'esthétique du film sont exemplaires. Le numéro 3. Pas le droit de pleurer, de chouiner, de rire, de ricaner, d'éternuer, de rôter ou de péter. Bref, aucun petit bruit énervant. Compris? Est-ce que ça, c'est un bruit énervant? Oui, très. Dans le rôle principal en version originale, on retrouve l'acteur Steve Carell, coqueluche d'Hollywood dans le registre de la comédie. Il campe un groupe parfait en lui donnant notamment un accent à la fois juif et russe des plus réussis. En VF, l'interprétation de Gad Elmaleh n'a pas à rougir de la comparaison, bien qu'on puisse la trouver un poil plus mollassonne de temps à autre. We have had a pretty good year ourselves. And you guys are all right in my book. No raises. You're not going to get any raises. Côté technique, cette édition Blu-ray du film est impeccable. 1080 pixels MP4 AVC avec une netteté au top et une gamme de couleurs aussi chaude que large. Il y a vraiment de quoi en prendre plein les mirettes. Le bilan sonore est un poil plus mitigé, avec une VO en DTS HD 5.1, mais une VF en retrait simplement en DTS. Cela dit, le résultat à l'écoute est plus que correct. La galette regorge de bonus. On retiendra notamment 3 mini-films sympathiques mettant en avant les mignonnesses, les incontournables making-of, des mini-jeux interactifs pour les enfants et même des recettes des cookies vendues par les héroïnes du film. Miam. Comme nous le disions précédemment, l'année 2010 fut très riche en films d'animation 3D de qualité inégale. Une situation que l'on va retrouver cette année au niveau des sorties en vidéo. Et sans conteste, Gru et ses mignonnesses sont à classer dans le haut du panier. Now, we have located the shrink ray in a secret lab, and once we take this shrink ray, we will have the capability to pull off the true crime of the century. We are going to steal. Wait! I haven't told you what it is yet. Hey, Dave, listen up, please. Sur l'île de Lodos, le roi des démons a été ressuscité et ses troupes se déchaînent. Pour l'arrêter, le peuple se réunit autour de 7 héros. Un chevalier saint de Valis, un barbare, une prêtresse de Marfa, un magicien errant, un roi nain, une guerrière mage sans nom et une jeune prêtresse de combat, la Vierge de Phalis. Il y a quelques quêtes épiques que l'on se doit de connaître, ne serait-ce que de nom. Les chroniques de la guerre de Lodos en font partie. Largement inspiré par l'œuvre de J.R.R. Tolkien et le jeu de rôle Donjons et Dragons, Mizuno Ryo et Hitoshi Yasuda créèrent cet univers d'heroic fantasy en 1988. Leurs romans deviendront la base de plusieurs séries animées, telles que La Légende du Chevalier Héroïque et La Légende de Cristania. Depuis, le monde de Lodos a connu un large succès au Japon et à l'international. Le manga que nous présentons aujourd'hui s'intitule La Dame de Phalis. Il est sorti en 1995 au Japon, sous forme de 2 tomes et constitue un prologue aux chroniques de la guerre de Lodos. Kazé nous offre une belle réédition, avec une nouvelle traduction ainsi qu'une nouvelle mise en page en un seul volume. Le scénario est plutôt basique en soi, avec un sempiternel combat du bien contre le mal et une poignée de héros d'horizons divers. Toutefois, ce récit est plus sombre que les autres histoires de Lodos et se rapproche plus de la dark fantasy par son aspect violent et pessimiste. Le dessinateur, Yamada Akihiro, est connu pour avoir illustré les 12 royaumes de Fuyumi Ono. De son trait fin, l'auteur peaufine les détails à l'extrême. Malheureusement, comme le dessin est trop souvent chargé, il en devient parfois illisible, notamment lors des combats. C'est assez rédhibitoire puisque le manga en est truffé. On appréciera cependant le découpage nerveux et la mise en scène dynamique. L'histoire est bouclée en seulement 2 tomes, c'est peut-être un peu trop court. En effet, à la fin de la lecture, on n'en aura appris que très peu sur les personnages principaux. Le manga La Dame de Phalis se destine avant tout aux fanatiques de Lodos, qui apprécieront ce prologue dans lequel on retrouve en guest star quelques personnages provenant d'autres épisodes de la saga. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette grande épopée fantastique, il peut aussi constituer une introduction intéressante. Ben voilà, l'émission est terminée. Ben j'espère que vous y avez pris du plaisir en ma compagnie. Et puis peut-être à une prochaine fois avec Avanti.